Bienvenue à toutes et à tous, vous qui nous retrouvez pour ce deuxième atelier de Vitacrea, le rendez-vous des entrepreneurs en Bourgogne-Franche-Comté. Vitacrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises, aux jeunes entrepreneurs. Des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts, des temps d'échange pour faire avancer vos projets. On souhaite que ces moments soient autant d'occasions pour vous pour poser vos questions, vous inspirer de ceux, de celles qui ont franchi le pas. Donc voilà, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Profitez aussi du chat YouTube, hein, un conseiller en création d'entreprise est présent pour répondre à toutes les questions que vous avez. Vous pouvez aussi bien sûr commenter ce qui est dit sur l'atelier. Dans l'atelier précédent, on a parlé du moment où tout bascule, hein, du premier pas qui met l'idée en mouvement. Et bien cet atelier, il prend le relais logique, c'est-à-dire transformer cet élan en une ossature un peu plus claire. En bref, passer du j'ai envie à je sais ce que je vends, à qui, comment je gagne ma vie sans trop me disperser. Et on va avec nos différents intervenants décoder bien sûr les fondements d'un modèle économique et puis surtout avoir leur retour d'expérience sur le terrain. Et pour guider ce petit pas de côté de l'élan à structure, j'ai le plaisir d'accueillir un joli plateau et on va commencer tout de suite par Audrey qui va se présenter. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas, donc Audrey Bourriot de la CCI Sondou, je suis conseillère référente en entrepreneuriat et ça fait quelques années maintenant que j'accompagne le porteur de projet dans son parcours pour donner vie à son entreprise. C'est avec plaisir qu'on va parler modèle économique ensemble. Eh ben, merci Audrey, bienvenue. À côté de toi, il y a Johan. Bonjour Johan. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Johan Bailly-Maître, j'ai 48 ans et j'ai monté ma structure il y a maintenant 3 ans. Eh bien, merci d'être avec nous, Johan. Je me tourne maintenant de ce côté. On va commencer par Anso. Bonjour Anso. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Anne-Sophie, gérante des boutiques Sohan et l'imprévu à Mouchard et Quingier et créatrice donc de l'ordonnance de style, un concept qui allie le prêt-à-porter et le conseil en images. Eh bien, merci beaucoup et bienvenue. Et enfin, Anthony, pour clôturer, je laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Anthony Barbet, je suis le gérant de la société Prismeo qui fait du consulting en fabrication logère et le créateur de la marque Prismatique, marque de montres et de bijoux, et je suis basé à Morteau. Très bien. Eh bien, merci à tous les quatre d'être présents. Et je me tourne directement vers toi, Audrey. Donc, cet atelier, il concerne ce qu'on appelle le business model, le modèle économique en français. Histoire qu'on se donne le cadre un petit peu de l'atelier, une définition un peu commune, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par modèle économique? Effectivement, donc le modèle économique est pour moi l'étape qui suit la définition de l'idée, c'est-à-dire que on a travaillé l'idée en tant que porteur de projet et là on vient formaliser le modèle économique. C'est de définir comment l'entreprise va gagner de l'argent et par quelle stratégie. Alors on est bien d'accord que ce modèle économique, il va évoluer tout au long du parcours du travail hein, que le porteur de projet fait sur cette création d'entreprise. Il ne sera pas figé. On va le faire évoluer et puis l'étude de marché va permettre aussi de faire évoluer ce business model. Il nous permet aussi de faire ressortir la valeur ajoutée que va créer l'entreprise pour attirer ses clients et devenir rentable. Eh bien, merci pour cette définition. Je vais me tourner maintenant vers vous, entrepreneur. Joanne, on va commencer par toi qui est à côté d'Audrey. Toi, du coup, comment tu t'y es pris? Tu as eu ton déclic entrepreneurial, peut-être une idée. Comment tu as commencé à te poser justement sur ce modèle pour essayer de te dire, je vais gagner de l'argent comme ça? En fait, moi, j'ai commencé en me renseignant un petit peu. J'avais la volonté de me lancer, effectivement, de monter ma structure. Sauf que me lancer tout seul, c'était déjà quelque chose que je ne souhaitais pas. Voilà, j'avais besoin aussi d'avoir quelques repères, un cadre. Et du coup, j'ai fait appel à un réseau qui s'appelle le réseau Groupe Active. Mhm. Qui est en fait un réseau d'experts dans différents métiers, hein, qui va aussi bien donc de la partie commerciale jusqu'à la partie logistique dont je fais partie. Et du coup, vous êtes vraiment accompagné de A à Z, c'est-à-dire que toutes les démarches, la construction de votre business model, sur tout ça, ils vont vous accompagner, vous donner les bons chiffres, vous accélérer aussi quelques démarches administratives parce que nous sommes en France. Donc effectivement, là-dessus, on est plutôt bien entouré.
Ok. Voilà, et c'est vraiment ce qui me correspondait le plus. Donc toi, tu as fait le choix d'être entouré pour travailler cette étape de structuration. On reviendra en détail ensuite de comment tu t'y es pris. Je me tourne vers toi. Comment tu t'es dit, voilà, à partir du déclic entrepreneurial, de l'idée, allez, je vais poser mon modèle et voilà comment j'imagine gagner de l'argent. Comment tu t'y es pris? Alors moi, je m'y suis pris pas forcément de la bonne façon dès le départ. Ok, J'étais parti dans un concept plutôt basé sur travailler à la maison, puis refaire de la recherche de clients sur Internet, ok. et puis vraiment essayer de baser mon modèle là-dessus. J'ai passé une année pas forcément terrible, mais j'avais le temps de voir venir. Et du coup, c'est que au moment où j'ai commencé à me tourner vers les organismes CMA, CCI, et l'AER, qui m'ont aidé vraiment à trouver vraiment le cœur de métier, ce que je pouvais apporter à d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là où je me suis recentré sur cette offre qui eux m'ont mis un peu en avant, un peu sous le nez, hein, en me disant bah, tiens, en fait, tu sais faire ça, donc c'est ça qu'il faut que tu proposes. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai trouvé mes vrais clients et les premiers clients qui m'ont permis aujourd'hui de proposer une offre rentable. Tu étais un peu dispersé avant, c'est Oui, ça? un peu Oui. trop dispersé. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Merci pour ce retour sincère. Anso, toi de ton côté, comment tu t'y es pris justement pour poser cette idée un peu sur le papier? Eh ben, moi, c'était un peu, l'inverse, du coup de mon voisin. Moi, déjà, je me suis lancée il y a 13 ans. J'étais jeune, j'avais 26 ans. Pas du tout d'expérience dans l'entrepreneuriat, si ce n'est que mes parents étaient dans le commerce. Et c'est parti, d'une volonté, très profonde de m'installer. Entre le moment où, j'ai eu l'idée et le moment où je me suis installée, il s'est écoulé 2 mois. Donc ça a été très, très rapide. J'ai créé mon business model en moins d'une semaine parce qu'il fallait qu'en l'espace de 5 jours, tout soit ficelé. Ok. Et donc j'avais en tête, voilà, cette idée, ce concept de boutique, dans un milieu, rural. Et en fait, très rapidement, le comptable m'a fait ce business model et puis, j'ai mis sur pied, on va dire les fondations, de l'entreprise et très rapidement, moi en fait, c'est l'expérience qui m'a permis d'acquérir des compétences et qui, 13 ans plus tard, m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été, avec la spontanéité de la jeunesse, on va dire. Il a un peu évolué ce business model depuis le moment, il y a 13 ans où tu as créé, à maintenant? Complètement évolué puisque quand j'ai démarré, j'étais dans une boutique de 13 mètres carrés où je faisais un petit peu de prêt-à-porter féminin et accessoires. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, j'ai 2 boutiques avec plus de mètres carrés, avec des collaboratrices, avec, un projet de formation pour l'ordonnance de style. Donc, en fait, un business model, comme l'a dit Audrey, c'est pas du tout figé, c'est quelque chose, d'évolutif, en permanence, tous les jours. C'est vrai qu'il faut se repencher, sur les chiffres et dès lors qu'on ouvre sa structure, j'ai envie de dire que, c'est déjà une évolution. Mmh. Donc, Merci, on y reviendra parce que c'est intéressant du coup d'avoir ton recul, de 13 ans d'expérience, de chef d'entreprise sur ce sujet de business model. Je reviens ah, Johan, tu veux réagir, dis-moi? J'ai oublié de le mentionner, mais pour l'anecdote, moi, mon premier business model, quand j'allais chercher des prêts d'honneur, m'a été refusé, quoi. Donc, D'accord. j'étais allé chercher une subvention et au final, quand je l'ai présenté, beaucoup de personnes m'avaient dit: «De toute façon, c'est juste une étape préalable, tu présentes et de toute façon, ça passera». Et ben, j'ai été recalé, voilà. Donc, c'est Et quelque chose qu'il faut quand même vraiment bien travailler. et si tu veux bien le partager avec nous, pourquoi c'est pas passé? Parce que la typologie de métier que je souhaitais faire, hein, donc c'est une partie un peu consulting et un petit peu accompagnement des entreprises sur la partie logistique, hein, donc je m'immerge dans l'entreprise, j'accompagne le dirigeant. C'était quelque chose où j'ai pas réussi à convaincre en fait les personnes qui étaient en face de moi. Ça a dû être difficile à vivre, mais est-ce que ça, du coup, ça t'a fait, retravailler ton projet, te dire peut-être qu'il faut que je le vois différemment? Comment tu as pris ça, du coup? Alors effectivement, retravailler le business model sur plutôt aller chercher, on va dire, les points positifs et les points qui peuvent effectivement être des vraies solutions pour les entreprises. Mmh. Mais aussi, surtout, préparer la présentation. Voilà, quand vous passez en commission comme ça, il faut quand même se préparer un minimal, quoi. Donc un peu de fond, un peu de forme, quoi. Exactement. OK. Merci, c'est de partager ça. On voit que c'est du coup important pour les organismes de prêt d'honneur, peut-être même financiers, hein, banques et cetera. On en reparlera sur d'autres ateliers. Audrey, je reviens vers toi. Du coup, souvent, on peut entendre business model, business plan, bon, il y a plein de termes anglo-saxons et cetera. Déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite précision sur les 2 termes? Puis peut-être
nous dire, avec ton expérience, comment tu travailles ce sujet de business model avec les entrepreneurs que tu reçois? Oui, bien sûr. Donc le business model, on est vraiment sur le modèle économique. On travaille avec le porteur de projet, il arrive avec une idée, souvent il a tout dans la tête et rien sur le papier. Donc ce business model, il est composé de 9 blocs, 4 grandes thématiques, hein, qui sont le client, l'offre, la structure financière et l'infrastructure, donc comment il va travailler au quotidien. Et ça permet au porteur de projet de poser tout ce qu'il a dans la tête et ensuite de voir, bah, ce qui est cohérent ou pas avec le marché, ce qui sera cohérent au niveau financier. Donc le business model, il va évoluer tout au long du travail sur le projet. Quand on parle de business plan, le business plan, c'est, au final un document de communication dans lequel on va retrouver le business model, mais aussi dans lequel on va retrouver, l'étude de marché, la stratégie commerciale, le prévisionnel avec les éléments financiers et la structure juridique. Donc c'est vraiment 2 éléments différents. Le business model, on le travaille un petit peu tout au long du parcours et il évolue. Le business plan, il est structuré plutôt à la fin du parcours et reprend tout ce que vous avez travaillé au cours du parcours. Et quand, le témoignait, mon voisin en disant effectivement, il faut le maîtriser pour bien communiquer, c'est effectivement une étape très importante et c'est bien de vous faire aider, de vous faire accompagner pour, travailler ce business model, mais, de le faire aussi vous-même et en étant accompagné, c'est de le maîtriser par la suite et du coup, ça sera plus simple après, de pouvoir le présenter. Moi, je dis toujours aux porteurs de projets, souvent l'idée de départ va évoluer parce qu'on se rend compte que quand on va sur le marché, l'offre et la demande n'est pas tout à fait ce qu'on avait, imaginé. Donc votre business model va évoluer et finalement, va, aboutir à quelque chose de cohérent, de rentable avec lequel vous allez pouvoir, dire: «Bah, voilà, je vais créer de la valeur avec ce business model pour ma future entreprise». Et ces 9 blocs, ces 9 cases vous permettent aussi, quand vous avez des financeurs en face de vous, des partenaires, des futurs partenaires, bah, d'avoir finalement, sous les yeux les 9 blocs et de présenter votre entreprise avec ces 9 blocs. Même une petite présentation PowerPoint qui peut vous aider. Mais, comme ça, vous ne vous perdez pas dans la présentation et vous êtes cohérent aussi dans la présentation. On reverra peut-être un petit peu les blocs, mais effectivement, Peut-être sans entrer dans le mmh. détail, il faudrait peut-être juste se les redire. Je crois que tu as parlé de clients, Oui, d'offres. alors il faut savoir que dans le business model, la colonne vertébrale, c'est vraiment la proposition de valeur. Cette proposition de valeur, vous ne pouvez pas la dissocier du segment de client. Donc tout ce qu'il y a sur la droite du business model, c'est lié à vos clients et comment vous allez travailler avec eux. Donc la proposition de valeur, les segments de clients, les canaux de distribution, tout ce qui est, lié à au revenu, hein, et à ce que vous allez pouvoir encaisser, de la part de vos clients. Et tout ce qu'il y a sur la gauche, c'est lié au mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, bah, mes activités clés, mes partenaires clés, ce dont je vais avoir besoin pour fonctionner et puis ce qui va aussi me coûter de l'argent parce que je vais en gagner d'un côté, mais on sait très bien que dans le mode de fonctionnement d'une entreprise, on a des charges, hein. C'est votre quotidien en tant qu'entrepreneur et effectivement, c'est là où on va voir en cumulant les 2 avec notre centrale, hein, qui est vraiment la proposition de valeur. Proposition de valeur, c'est pourquoi vos clients viennent consommer chez vous. Qu'est-ce qui fait la différence avec les concurrents? Ça, c'est hyper important, aujourd'hui dans le marché, hein, dans tous les marchés, on a de la concurrence. Donc, c'est vraiment de faire la différence et donc d'identifier, ben, la rentabilité, ce que je vais dépenser, ce que je vais gagner et voilà, le business model permet effectivement de mettre en cohérence tout ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Du coup, c'est pas forcément l'offre que je propose, mais c'est, en quoi je suis plus intéressant qu'un C'est autre, ça, c'est ça? ouais. L'étude de marché va vous permettre de détailler l'offre, hein. Il y a un atelier, qui sera, travaillé là-dessus. L'étude de marché permet vraiment de travailler, l'offre, le produit, à quel prix, comment je le vends et cetera. Le business model finalement va être assez synthétique. Je crée une boutique de prêt-à-porter, hein, c'est notre titre et là dedans c'est, comment je vais, créer de la valeur, comment je vais attirer mes clients, quels sont les segments de clients sur lesquels je vais travailler. Alors que dans l'étude de marché, ben, ces segments de clients, je vais vraiment aller dans le détail. Donc, Merci. voilà Mmh. la structuration en tout cas du business model. Johan, si on s'arrête, ça m'intéresse, sur ce qu'Audrey appelle la proposition de valeur. Du coup, comment toi, tu t'es dit: «Je vais me différencier de telle manière»?
Alors, l'activité que j'exerce, je pense, est déjà, de par sa nature, un peu différenciante. Ok. Voilà, on a des personnes qui sont soit salariées et qui, effectivement, font partie de l'entreprise, soit des personnes qui sont consultantes, c'est-à-dire qui préconisent des actions, mais ne vont pas porter le projet. Dans mon business, model, moi, donc effectivement, il y a cette partie consulting parce qu'il faut au préalable, connaître l'entreprise dans laquelle on va intervenir. Mais après, c'est vraiment un accompagnement, donc sur du récurrent, de la récurrence. Et l'idée, c'est aussi que quand je pars, l'entreprise peut être autonome et en tout cas, c'est accaparer les méthodes déployées. Mais toi, du coup, tu avais identifié pour le coup ce qui faisait la différence avec d'autres, tu le savais de par ton métier. Pour avoir baigné un petit peu là-dedans, effectivement, j'ai souvent remarqué que, notamment sur la partie logistique, hein, donc, qui est mon cœur de métier depuis quelques années maintenant, on va mettre un spécialiste, c'est-à-dire une personne qui gère très bien la partie, va être promue. Mais c'est pas pour ça que ça va être un bon manager. Donc effectivement, moi, ma force, c'est aussi de l'accompagner sur cette partie-là, comment on fait une prise de poste et comment effectivement on se positionne en tant que manager, qui n'est pas du tout le même positionnement que on est avec les copains. Bah, merci. Je me tourne vers toi, Anthony. Du coup, toi, cette partie proposition de valeur, différenciation, tu nous disais qu'au départ, peut-être un peu dispersé. Tu nous disais que tes conseils t'avaient un peu aidé, mais comment tu t'es dit, tiens, je vais aller là-dessus pour me différencier des autres? Comment tu t'y es pris? Après cette année passée, on va dire à chercher un petit peu qu'est-ce que je voulais faire, j'ai eu la chance de faire un lab, ce qu'ils appellent un lab à l'AER. Et du coup, en fait, j'étais au centre de tout plein d'autres entrepreneurs. C'est eux qui m'ont demandé de dire quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Et du coup, en fait, en capitalisant sur mes forces, c'est eux qui m'ont donné ma proposition de valeur. Et ils m'ont Ok. dit, c'est ça, faut que tu ailles chercher. Mm. Et du coup, en fait, je suis sorti de là-dedans. Et un jour après, je trouvais un gros client que je travaille encore pour lui à l'heure actuelle. Mais voilà, c'était vraiment comme ça que ça s'est produit. Et ils m'ont dit non, faut que tu axes là-dessus. Et quand j'ai axé là, ben, en fait, j'ai trouvé tout de suite mes clients et ça s'est venu tout de suite. Et puis du coup, comme Johan, hein, moi je suis consultant, donc Johan est plus sur la logistique, moi je suis plus sur la production. Moi, c'est plutôt mon CV qui parle de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils voient mon CV, en fait, j'ai travaillé dans une grande maison horlogère, donc dès qu'il y a un horloger qui s'intéresse à une maison horlogère qui s'intéresse aussi à faire de la production, bah, tout de suite on devient légitime. Et c'est comme ça que j'arrive à rentrer dans différents endroits pour travailler avec les personnes. Alors moi j'ai aussi un spec aussi assez intéressant au niveau de tout ce que j'ai pu faire au long de ma carrière. Et du coup, je vais axer plus sur la production, mais je vais aussi aider des fois un peu sur de la logistique, sur des choses comme ça, qui sont aussi annexes à mon métier en tant que tel. Mais c'est ma vraie proposition de valeur, c'est la production. Bah, merci. Donc on voit là aussi l'évolution, comme l'évoquait Anso, ça bouge, c'est dynamique et du coup toi tu as trouvé ton bon positionnement là. En J'étais tout cas, j'étais vraiment parti sur quelque chose en fait que je venais juste d'apprendre et puis j'avais envie de mettre en avant, donc la conception. Mm. Et en fait, non, je suis revenu sur ce que j'avais fait depuis 20 ans en arrière, quoi. Mm. Est-ce que c'est compliqué d'accepter on soit trompé et qu'on reparte sur Pas du autre tout. chose? Pas du tout, c'est une bonne chose en fait. Mm. Se tromper, c'est une bonne chose. Tu apprends toujours de tes erreurs, donc il faut apprendre de ses erreurs et il faut en faire des erreurs. Bon, c'est un beau message, je pense, pour les gens qui nous regardent. Je pense qu'il faut se dire effectivement qu'on a le droit de se tromper et qu'on Ouais. peut tâtonner pour trouver le bon modèle. Exactement, ouais. Mm. Mais il faut pas avoir peur de se Mm. tromper. Bon, merci. Anso, toi de ton côté, alors prêt-à-porter, on peut se dire qu'il y a des boutiques un peu partout. Comment toi tu t'es dit, je vais me positionner là-dessus, je vais être différente, je vais amener quelque chose de différent? Je crois que ça s'est fait de façon assez naturelle. Je pense que ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est aussi de se connecter à qui on est profondément, à ce qui nous anime, à notre passion. Et en fait, moi, très rapidement, j'ai donc ouvert la boutique. Et ce qui me passionnait, c'était le conseil en images, l'accompagnement de la femme dans sa globalité pour révéler le potentiel, pour permettre à chacune de se trouver jolie, tout simplement. Et c'est ça qui me différencie aujourd'hui, c'est cet axe-là. Et je pense que quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir juste se connecter à qui on est et vraiment à ce qui nous anime. Parce que moi, je suis profondément convaincue que quand on fait les choses avec le cœur, on les fait bien. On donne de sa personne naturellement. Et je pense que en fait, la réussite, elle est là. Elle n'est pas que sur le plan financier, elle est aussi dans l'épanouissement personnel dans sa structure, au sein de son entreprise, parce que on le sait, être entrepreneur, c'est pas tous les jours simple. Et il faut avoir de la ressource. Et la ressource, elle est là aussi quand on arrive à faire les choses avec le cœur. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Et du coup, je rebondis. Moi, je dis toujours, en fait, se tromper, c'est progresser.
C'est en faisant des erreurs qu'on arrive à se dire, finalement, j'ai bien fait de me tromper parce que ça me permet d'être convaincue que cet axe-là n'était pas le bon. Et puis, c'est comme ça qu'on fait la méthode de l'entonnoir et qu'on arrive vers quelque chose qui est complètement connecté à soi. Tu avais détecté, toi, parce que tu me parlais du coup de ce projet, tu as commencé assez jeune, tu avais détecté des manques sur les boutiques pour avoir envie de créer ta propre structure, pour te positionner ou pas? Ou c'était vraiment, voilà, tu avais envie de te lancer là-dedans parce que c'était un sujet qui te plaisait? La mode m'a toujours passionnée. Après, la proximité aussi, c'est important pour moi parce que j'ai vraiment des fortes valeurs en termes de partage et de proximité. Donc c'est vrai que 15G, c'était vraiment la proximité. Et puis après, en fait, moi, j'essaye de me positionner tout le temps en tant que cliente. Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir? Des boutiques avec du conseil en image, il n'y en avait pas. Des boutiques avec des conseils ou en tout cas un accompagnement plus personnalisé, ça n'existait pas à l'époque. Donc c'est simplement cette idée-là personnelle et souvent en fait les idées émergent comme ça, hein, c'est des idées personnelles qu'on arrive à mettre sur papier et puis à développer. Je retiens quand même que tu Mais t'es mis à la place du client pour imaginer ensuite toujours, une je offre. mets Ouais. toujours à la place de mes clientes. Je crois que tu voulais réagir, Ouais, Anthony. en fait, si tu m'as bien écouté depuis le début, j'ai dit que j'avais une entreprise de consulting et j'avais aussi une marque. Ouais. Et en fait, la marque, je l'ai eue peut-être 2 ans après la création de mon entreprise. En fait, c'est simplement que par rapport aux gens que je conseillais qui veulent créer des marques, qui veulent faire de l'horlogerie aussi, et ben en fait, je me suis dit, mais il faut que tu testes le truc avant. Parce que tu peux pas dire, moi je veux dire une grande maison horlogère. Donc j'avais vu que la partie, en fait, entre guillemets, qu'est-ce qui est dans la maison et comment on fabrique des composants. Mais je me suis jamais placé en tant que personne qui voudrait créer une marque, quels sont les aspects marketing, quels sont les aspects de gestion pas de la production, mais plutôt des achats de composants et tout ça. Tout cet écosystème-là, en fait, j'ai dit, je vais le tester moi-même, puis après on verra ce que ça donne, et après je pourrais consulter, je pourrais être plus à même d'aiguiller les gens qui souhaitent faire. Tu as vécu le parcours de tes futurs clients quelque part pour pouvoir t'adapter aussi. Comme Anso, en fait, je me suis mis à la place du client, puis j'ai regardé ce qui se passait, quoi. Alors, bien sûr, les clients que je conseille, c'est des plus grandes maisons, mais je veux dire, il y a des gens aussi qui viennent me voir, des personnes qui veulent créer des entreprises d'horlogerie, qui veulent créer une marque de montre, et du coup, maintenant, moi, je sais ce que ça fait, et je sais aussi qu'est-ce que ça fait de produire aussi des composants, parce que c'était toute ma vie. Donc, du coup, je pense que je suis plus à même de conseiller, et je suis plus crédible dans le message que je donne, et pour l'avoir vécu, quoi. Merci. Audrey, je rebondis sur les propos d'Anso, d'Anthony, le fait comme ça de se mettre à la place du client. Est-ce que ça aide quand on se dit, tiens, je vais vendre à un tel Ouais, effectivement, hein, quand le porteur de projet travaille son projet et que, en tant que conseiller, on va l'accompagner hein, tout au long de son parcours, dans vos témoignages, hein, je retiens beaucoup de choses, c'est-à-dire que faire transmettre par le biais de l'entreprise vos propres valeurs, ça c'est très important. Bien connaître son marché et ses clients, effectivement, se mettre à la place du client fait partie aussi de la détection des besoins du client. Donc si on se met pas à la place du client, on ne sait pas en tout cas de quoi il a besoin et quelles sont ses attentes et comment il va réagir aussi face à ce que nous on va lui proposer en tant qu'entrepreneur. Donc c'est des beaux témoignages parce qu'on est vraiment dans la réalité de mon quotidien aussi d'accompagnement du porteur de projet et de toutes ces questions qui va se poser, hein. Donc je pense qu'aussi les auditeurs derrière leur écran, voilà, ça va les aider aussi à avancer dans ce parcours. Et ce que j'aime bien aussi dans vos témoignages, c'est le fait de se dire on a le droit de se tromper. Enfin, qu'on soit avant ou après la création, c'est pas grave. On maîtrise des choses, il y en a certaines qu'on maîtrise moins, parce que nos parcours hein, professionnels, scolaires, ont fait qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences de l'entrepreneur idéal. Le fait de se tromper, ça existe, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent et qui rebondissent. Même pour moi, quelqu'un qui crée son entreprise, qui arrête, c'est
plein de compétences qu'il a acquéries et il va rebondir et peut-être dans quelques années, il viendra recréer une autre entreprise. Donc voilà, l'erreur est humaine, hein, on dit ça aussi. Et ça sera voilà, quelque chose sur quoi j'interviendrai peut-être un petit peu après, mais il faut se faire accompagner et nous, on est là aussi pour vous rebooster au moment où vous dites: «Ah, je me suis trompé, qu'est-ce que je fais?» C'est pas grave, allez, on y va, on avance et on va trouver une solution. Je fais le lien avec le premier atelier qu'on a fait tout à l'heure, Mmh, où effectivement les 4 personnes ont été accompagnées, ça les a aidés, ne serait-ce que pour les mmh. rebooster, mais on y reviendra. Je voudrais revenir, Audrey, vraiment sur ce sujet de client, de se mettre à la place d'eux, parce que peut-être je me projette sur les gens qui nous écoutent. Comment on fait pour se dire, ils pensent à ça? Ça doit pas être évident. Est-ce que tu as des petites astuces pour se dire, pour travailler là-dessus? Se mettre à la place du client, alors c'est pas toujours facile non plus, hein, parce que, bah, on a ses valeurs, on a son mode de fonctionnement, c'est surtout d'aller sur le terrain. Pour moi, c'est hyper important quand on est en train de travailler un projet de création ou quand on est entrepreneur, hein, aussi, dans notre quotidien. Faut pas oublier que le marché, il évolue, que les tendances de consommation, elles évoluent. Si vous restez, chez vous, dans l'entreprise et que vous allez pas, ouvrir un peu l'œil sur ce qui se passe ailleurs, vous allez vite vous trouver bloqué. Donc c'est vraiment d'aller sur le terrain, rencontrer des futurs clients, rencontrer alors des clients qui peuvent être, entreprises, hein, ou particuliers, de participer à des salons, bah, de regarder par exemple des ateliers comme celui d'aujourd'hui, effectivement où on a des témoignages et cetera. Voilà le travail, d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, hein, parce qu'on parle beaucoup de création, depuis le début de l'atelier, mais ce qui nous anime aussi en tant que structure d'accompagnement, on a aussi la reprise d'entreprise, hein, qui existe. Bah, il y a que le terrain qui fait qu'on va arriver à se mettre à la place du client et de savoir ce qu'a besoin le client. Johan, on t'a pas entendu sur le sujet. Comment toi, tu as abordé du coup ces clients? Est-ce qu'il y a eu un écart entre ce que tu avais imaginé et le terrain où tu avais tout de suite un peu déterminé qui ils seraient et comment ils allaient fonctionner avec toi? Le marché, il est là, hein. Je veux dire, là-dessus, il y a aucun souci. Là, moi, ma principale difficulté, c'est que vous vous retrouvez nez à nez avec un dirigeant d'entreprise. Donc, moi, j'accompagne principalement donc des TPE et des PME. Et je trouve que ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est que des personnes ont monté leur entreprise, enfin, généralement, et aiment bien tout gérer, quoi. Donc effectivement, je pense avoir une vraie valeur ajoutée à leur apporter, mais la principale chose, c'est déjà comment je convainc le dirigeant? Et ensuite, lui faire comprendre que c'est pas une charge supplémentaire qui va se créer, mais que c'est plutôt un investissement sur la durée, si on collabore ensemble. Voilà, Et c'est principalement ça, quoi. Et du coup, donc tu nous dépeins un peu tes clients. Tu as adapté ton discours du coup, avec ces premiers retours quand tu t'es rendu compte que finalement ils étaient pas simples à convaincre? Encore une fois et ça vient aussi, on parlait du parcours professionnel, ça vient de mon parcours professionnel. Je suis logisticien, donc effectivement, tout ce qui est se vendre auprès de quelqu'un, persuader quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour moi. Et du coup, effectivement, en travaillant le discours, en travaillant la méthode, encore une fois, en étant à l'écoute, hein, parce qu'il faut vraiment être à l'écoute, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. C'est pas vouloir effectivement persuader la personne que vous êtes ce dont elle a besoin, c'est plutôt effectivement être à l'écoute et après, effectivement, aménager votre offre en fonction de ses besoins. Voilà, c'est plutôt comme Est-ce ça que que je je. peux faire un raccourci en disant c'est le client qui fait l'offre et pas l'offre qui fait le client? Je propose une offre globale, mais l'offre est adaptée aussi parce que je suis pas un vrai expert. Je travaille dans tous les secteurs d'activité, donc effectivement, je peux pas négocier, on va dire, de gré à gré avec lui sur la partie, technique de son métier. Mmh. Mais il faut que je lui persuade que je lui apporte une méthode, que je lui apporte de la structure, que je lui apporte aussi un accompagnement qui est plutôt de l'accompagnement de grandes entreprises, qu'on va remettre à sa hauteur et vraiment calqué sur son organisation, hein, parce qu'encore une fois, c'est ça le principal et encore une fois, je pense que la personne achète 2 choses. Elle achète l'offre qu'effectivement elle pourra peut-être retrouver par ailleurs, mais elle achète aussi la personne. Pour moi, c'est au moins 50 de la négociation, c'est la personne que vous avez en face de vous, c'est soit elle adhère ou elle adhère pas, voilà. Parce que surtout quand vous allez accompagner la personne sur plusieurs mois, il faut effectivement que derrière il y ait, une relation de confiance et un vrai lien. Ouais, en consulting j'imagine, Exactement. beaucoup. Audrey, tu voulais réagir, Ouais, je je crois? voulais rebondir parce qu'effectivement, on a l'impression que dans ton métier, à chaque nouveau client, c'est une nouvelle étude de marché, c'est un nouveau business model que tu dois créer
parce que le client, il est différent de celui d'avant, il sera encore différent du prochain. Et tu dois créer une relation de confiance en fait avec ce client. Et donc, pour créer la relation de confiance, il va falloir bien le connaître le marché, son mode de fonctionnement, comment aujourd'hui il réagit sur certaines thématiques. Et à chaque fois, tu dois rebondir. Et je pense qu'à chaque fois, tu travailles un nouveau business model pour chaque client pour lui proposer la meilleure valeur ajoutée. C'est l'offre la plus Ouais, attractive. c'est ça. Ah. Merci pour le complément. On reste avec toi, Audrey. Tu citais, je crois, tout à l'heure le côté revenu dans le business model. Alors, moi, j'ai une question. C'est souvent ce qui revient chez nos auditeurs dans les questions de chat, c'est sur le prix, sur comment je fixe mon prix, etc. Est-ce que, du coup, c'est pas un peu tôt pour commencer à se poser ce type de questions? Comment tu l'abordes avec les porteurs de projet? Alors, au moment de la constitution du business model, on est vraiment au tout début. Mais moi, j'aime bien quand le porteur de projet vient me voir pour le premier rendez-vous. Il a déjà eu des réunions d'information, il a déjà eu d'autres collègues sur la définition de son besoin. Il vient me voir parce qu'il est rentré dans un parcours d'accompagnement et j'aime bien qu'il ait commencé à écrire des choses sur son business model. Donc, le business model, vous pourriez avoir une feuille A3 ou A4. On retrouve nos 9 cases et on a écrit, alors souvent au crayon de papier parce qu'il évolue, il bouge, ou alors sur une feuille A3, on colle des post-it et on peut les faire évoluer. C'est pas à ce moment-là qu'on va travailler le prix, hein. C'est vrai qu'on parle de rentabilité, mais plutôt une notion de rentabilité et de voir comment vont s'imbriquer les choses pour rendre une entreprise à valeur ajoutée et rentable. La partie plutôt prix, hein, produit, prix, service, prix, attente du client par rapport à un prix, c'est plutôt vu dans l'étude de marché. Bon. Donc là, on est un petit peu en amont. Bon, Ouais. Merci Audrey. Je vais quand même vous poser la question, j'en profite, vous êtes là, sur cette question du prix, peut-être surtout toi Anthony qui a un peu évolué pour le coup. Ça c'est souvent un sujet complexe. Comment toi tu t'y es pris? Alors, ça dépend en fait. J'ai d'autres aussi, je fais partie des clubs d'entrepreneurs, Ouais. donc je vois aussi différentes typologies de profils. Mais ce qui se dit, c'est que c'est souvent en fait la partie de sa propre rémunération qui est négligée. Dès le départ, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous, c'est se dire, ah ouais, mais je commence, alors du coup, je vais faire pas cher, quoi. En fait, c'est complètement faux parce que du coup, il n'y a pas de pas cher ou de moins cher, il y a juste celui-là qui est te positionner par rapport à ton offre et par rapport à ce que tu es et ton expérience. Donc, grosso modo, il faut avoir la rémunération que toi, que tu te permets de t'octroyer. Et puis, par rapport à ça, tu calcules après derrière un coût de revient de tes prestations. Et c'est ça qui est vraiment important. Et ça, moi, je l'ai fait après. Je l'ai vraiment D'accord. fait après. J'ai commencé au début avec des choses un peu plus pour essayer de cibler le marché, l'offre et tout ça. En fin de compte, non, ça va pas. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Et Il faut vraiment partir. tu t'es sous-évalué du coup au départ, c'est ça? Oui. Tu t'es Parce pas qu'en pris fait, en comme compte? j'étais parti sur quelque chose que je voulais faire et quelque chose de nouveau, j'avais pas de recul de qu'est-ce qui était bien, pas bien et tout ça. Donc après, quand je me suis placé dans vraiment ma valeur ajoutée que je pouvais offrir aux entreprises, bah là, je savais déjà ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Du coup, j'étais beaucoup plus fort et beaucoup plus à même de me dire, ah ouais, je suis légitime sur mon tarif. Et c'est ça, en fait, il faut se légitimer par rapport à son coût de revient de sa prestation qu'on va offrir. C'est hyper important ce que C'est tu dis. hyper Merci pour ce retour. Anso, toi de ton côté, ce sujet du prix, comment tu t'y es pris? Surtout que tu as commencé jeune, tu nous disais, donc c'est peut-être un sujet un peu difficile aussi. Comment tu l'as abordé? Du coup, moi, c'est différent parce que je suis moins en prestation de service. C'est vrai qu'en prestation de service, finalement, le prix, c'est son prix qu'on s'autorise soit à vendre. Moi, c'est des produits, donc c'est des prix qui sont souvent imposés par les marques. Après, c'est quand même poser la question du prix, notamment sur des prestations de conseil en images. Et c'est vrai que je rejoins Anthony là-dessus. C'est toujours délicat quand on n'a pas trop d'expérience. Voilà, on hésite à faire trop cher. Et moi, je suis en milieu rural, donc il faut aussi savoir adapter au lieu géographique. Les conseillères en images, clairement, on a la même formation. Celles qui sont à Paris et celles qui sont à Quingey, elles ne vont pas vendre leurs prestations de la même façon. Donc, je pense qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas se sous-évaluer parce qu'après, pour augmenter, c'est plus difficile. Et en plus, ça décrédibilise le professionnalisme de chacun. Donc ça, c'est très important. Mais quand on n'a pas trop l'expérience, on a toujours peur. Et puis, comme le disait aussi Audrey tout à l'heure, c'est des choses qui sont aussi en lien avec notre vécu, nos histoires, notre relation au prix, à plein de choses, à la valeur
que nous, on s'attribue Mmh. personnellement aussi. Donc ça, c'est l'expérience qui... C'est un vrai Ouais, sujet, on se prend, effectivement, le côté se ouais. sous-évaluer et de pas avoir confiance en son «offre» entre guillemets, au Ouais. juste tarif. Johan, est-ce que tu as vécu ça? En plus, toi, si je comprends bien, en plus ta cible, elle est pas facile, je vais le dire comme ça. Heu, Comment tu travailles sur cette question du prix, du coup? Eh ben, écoute Nicolas, on parlait d'erreurs, qui ont été faites. C'était ma première erreur, la volonté de vouloir signer, le premier contrat parce que je débutais effectivement, bah, voilà, vous faites tout pour signer donc bah, effectivement un des facteurs, on va dire, de négociation, c'est le prix et oui, ma première mission que j'ai signée a été signée, je suis même pas sûr que j'ai gagné de l'argent quoi, au final. Mais au final, vous êtes, on va dire dans l'euphorie et c'est des erreurs que vous corrigez très, très vite, voilà. On parlait d'erreurs qu'on corrige, c'en était une. Mais tu t'en es vite rendu compte pour le coup. Tu savais que tu t'étais pas vendu au bon prix, Non, assez non, vite. non, 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 non et Mmh. puis, effectivement, une fois signé, bah, vous regrettez presque, mais voilà, pris dans l'euphorie et encore une fois, je me lançais donc peut-être mal accompagné aussi, mais Oui, Audrey. Ouais, je vais du coup compléter sur une petite notion un peu technique, hein, quand, on parle de prix. Alors, pas dans le cadre du business model, mais un petit peu après. On dit toujours au porteur de projet que le prix, de vente de son produit ou de son service doit lui permettre, bah, de couvrir ses charges de fonctionnement, de couvrir le prix d'achat, de son produit s'il vend un produit, mais aussi de se payer soi-même et du coup, ton intervention est hyper importante. Souvent, le porteur de projet, il va se dévaloriser et il va se faire passer en deuxième plan alors que, voilà, c'est votre quotidien, vous créez votre emploi. Il faut que ce prix de vente, hein, soit juste prix du marché, mais vous permette aussi, de couvrir toutes ces charges de fonctionnement de l'entreprise et vos propres, revenus. Merci pour ce complément, Audrey. Je reste avec toi. Je vois que le temps avance malheureusement assez vite. Je crois que tu as cité des partenaires clés Mmh. tout à l'heure dans ton intervention. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par partenaire clé dans un projet? Oui. Si ce n'est pas des clients, du coup, que tu nous dises un peu ce que c'est. Et puis peut-être, est-ce qu'il y a des partenaires qui reviennent régulièrement? Bon, il y a des partenaires avant la création, hein, où le porteur de projet peut se faire accompagner par, des structures qui vont, l'aider pour la partie économique, d'autres pour la partie financière, voire le financement du projet. Et puis l'entreprise, une fois, créée, elle a des partenaires au quotidien. Donc le plus souvent, pour de l'achat-revente, ça va être ses fournisseurs. Trouver le bon produit, fixer les prix. Et puis dans son mode de fonctionnement au quotidien, l'entreprise, elle va aussi travailler avec un banquier, un expert comptable, un avocat, voire un notaire. Et ça, c'est des partenaires qui vont l'aider aussi ben, dans la structuration de sa stratégie. On en parlait dans la voiture en venant avec Anso. Voilà, ces accompagnements, ils sont primordiaux, en tout cas, dans le bon fonctionnement du quotidien du chef d'entreprise. Et puis, donc ça, c'est dans aider le chef d'entreprise. Et puis, l'entreprise, elle peut aussi avoir des partenaires qu'on appelle prescripteurs. C'est des gens qui ne sont pas des clients directs, mais qui vont vous aider à trouver des clients avec qui bah, vous allez peut-être avoir un partenariat, alors financier ou non, mais en tout cas des partenaires qui vont bah, parler de vous à leurs propres clients ou à des personnes qui viendront consommer ensuite dans votre activité. Merci Audrey. Anthony, du coup, toi, tu nous as cité l'Agence économique régionale, d'autres structures. Est-ce que tu as des partenaires un peu clés dans ton business à l'heure actuelle? Oui, j'en ai quelques-uns quand même, mais je rebondis juste sur la partie accompagnement et partenaire d'accompagnement. Je pense qu'en fait, il y a aussi l'aspect, moi, qui me semble intéressant, c'est l'aspect formation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu évolues en tant qu'entrepreneur, j'en rejoins un peu Johan sur l'aspect vente. On est bon dans notre métier, on n'est pas des vendeurs de prestations de services. Et pareil, on n'est pas des financiers. Donc du coup, il faut savoir aussi évoluer avec le temps. Et moi, je sais que dans mon parcours d'entreprise, l'année dernière, j'ai fait une formation de l'ARDEA, si je dis pas de bêtises. En fait, j'ai fait les pans, ce qui est comptabilité et analyse financière pour vraiment comprendre tous ces chiffres et être à fond dedans, quoi. Et du coup, ça, je trouve ça aussi important dans l'accompagnement. Il n'y a pas que l'aspect Technique, des organismes, mais il y a aussi l'aspect formation. compétences, Ouais. que tu évoquais déjà un peu tout à Exactement. l'heure. Et on est très bien aussi, alors ça dépend de là où on est, dans quelle entreprise on est
dans quel statut on est d'entreprise, mais moi je sais que par exemple on a toutes des subventions qui sont attribuées chaque année à des entrepreneurs. Il y en a plein qui laissent ça partir entre guillemets parce qu'ils n'ont pas le temps, la tête dans le guidon, et ils laissent partir cette partie prise en charge par les organismes. Bah, c'est dommage. Clairement, c'est dommage. Il faut pas hésiter à se former et comprendre ce qu'on fait. Si on ne le fait pas, c'est une grosse bêtise, je trouve. Ben, merci pour le message, Anthony. Anso, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des partenaires clés dans ton business, des prescripteurs, comme l'évoquait Audrey? Bah ouais, j'ai envie de dire c'est quasiment obligatoire pour la pérennité financière d'une structure, c'est obligatoire. Et oui, comptable, avocat d'entreprise. Moi, j'ai une personne qui m'accompagne aussi sur toute la gestion, la compréhension de toutes les données clés chiffrées, parce que c'est en fait pour moi aujourd'hui, enfin ça c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise. C'est alors voilà, en fait tout part d'une idée, d'une passion, de quelque chose ou d'un besoin qu'on a envie de répondre à nos clients. Mais toute la partie gestion et financière, pour moi, c'est primordial, essentiel. Il faut comprendre ces chiffres, il faut savoir ce qui rentre, ce qui sort, pourquoi, où ça va, ça marche, quelle est la différence entre le chiffre d'affaires, entre la marge, la rentabilité. Elle parlait de salaire aussi, Audrey, c'est très important. Et aujourd'hui, vraiment, je tire une sonnette d'alarme par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se lance et qui ne comprend pas ces chiffres. Stop, formez-vous, comprenez, analysez et remettez-vous dedans pour justement bien comprendre la structure financière de votre entreprise. On laisse pas la compréhension qu'au comptable, on essaye de bien Il faut comprendre. soit, en fait, un comptable, il est là pour nous accompagner, nous aider, pour faire un bilan parce que c'est quelque chose de technique. Bien sûr. C'est un vrai métier. Par contre, on reste, nous, entrepreneurs, décisionnaires de nos actes et il faut comprendre pourquoi on décide, on prend telle ou telle décision pour la pérennité financière de sa structure. Ça, c'est vraiment Merci pour ce message un peu très commun. important. Johan, on va finir par toi sur ce sujet des partenaires. Est-ce que toi, il y a des partenaires un peu clés dans ton business? J'appartiens à beaucoup de clubs à faire aussi, hein, effectivement. Mon expert comptable est très important pour moi. Voilà, je fais de la prestation de service. Il a accès à des bilans, effectivement, de quelques entreprises, enfin, de ses clients. Et effectivement, quand il voit qu'il y a quelque chose sur lesquels je peux intervenir, il va spontanément me recommander. Donc, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Ouais, important cette équipe de conseil, là, plusieurs d'entre vous l'ont dit. Alors, je vois que le temps file. Je vais vous poser une question que je vais poser un peu à tous les intervenants qui vont passer sur le plateau. Donc là, les personnes que vous nous suivez, vous prenez plein d'informations, mais on aimerait maintenant que vous passiez un petit peu à l'action. Donc moi, je vais vous demander peut-être une action que nos spectateurs pourraient faire dès la semaine prochaine pour passer à l'action ou aller un petit peu plus loin dans leur projet de création. Audrey, est-ce qu'on peut commencer par toi? Il faut toquer à la porte des structures d'accompagnement. On est là pour vous aider au quotidien dans le parcours du porteur de projet. Surtout qu'on est en tant que structure d'accompagnement, les chambres de commerce, les chambres de métier, les financeurs, hein, les réseaux initiatives, France Active. On est financé par la région sur un dispositif bénéfice créa pour lequel le porteur de projet est pris en charge et donc son accompagnement est gratuit. Donc voilà, venez profiter de cet accompagnement. On vous met en relation avec d'autres structures. On travaille vraiment en cohérence tous ensemble dans ce dispositif bénéfice créa. Donc voilà, on vous attend dès la semaine prochaine dans nos structures. Bon, on prend rendez-vous. C'est noté, Audrey. Merci, Johan. Peut-être un conseil ou une action que les créateurs, entrepreneurs qui nous regardent pourraient mettre en place. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de structures maintenant qui permettent de permettre cet accès, encore une fois, à l'entrepreneuriat. Donc, au toc aux portes, on ne se prive pas. Exactement. Ben, ça rejoint ce que disait Audrey. Merci beaucoup. Anthony. Je vais partager plutôt la partie formation. C'est ce que j'ai dit depuis le début et c'est ce qui pour moi me semble le plus normal et le plus naturel. Mais plus en fait, c'est pas à la création, ça va être plus dans le temps, dans le fil du temps. Et là, ça va être vraiment important. D'accord. Mais vraiment, ne pas hésiter à se renseigner auprès de ces chambres, justement, qui ont des offres de formation et qui sont plutôt excellentes, quoi. Ben, merci pour ce message. Anso, de ton côté, c'est toi qui termine sur le conseil. C'est moi qui clôture. Moi, mon conseil, c'est faites quelque chose, pas prépa, mais
commencer petit et même si des fois quand c'est une montagne, hein, l'entrepreneuriat, on ne sait pas au début trop où aller, aller à la CCI, aller dans des réseaux d'entrepreneurs, mais quelle que soit la petite chose que vous allez faire jour après jour, c'est ça qui va construire votre entreprise et c'est ça qui nourrit aussi la motivation d'être créateur. Donc des petits pas chaque jour, Des je peux petits pas résumer comme ouais, ça. Eh ben, merci exactement. beaucoup à tous les 4 pour ces conseils. On va clôturer l'atelier, donc j'espère que ça vous a plu. Merci de votre dynamisme sur le chat, il y a eu pas mal de messages. Donc voilà, on a parlé business model, c'est un mot un peu barbare hein, quand on le voit de loin, mais quand on écoute voilà, les expériences, les témoignages des personnes présentes sur le tableau, on se rend compte que c'est quand même bien utile pour mettre de l'ordre dans ces différentes idées. Moi, ce que je vais retenir, c'est quand même la cohérence, hein, ça a été pas mal dit, que le client tient une part extrêmement importante de ce modèle économique. Donc c'est vivant, vous pouvez essayer, vous pouvez vous tromper, vous ajuster, et c'est comme ça qu'on va avancer. On a un peu entendu parler aussi de l'entourage, hein, notamment dans l'atelier un petit peu précédent, donc c'est aussi important. Et puis, ça a été rappelé, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez tout un écosystème pour vous aider au démarrage de vos projets, que ce soit les chambres consulaires, les BGE, les différents réseaux d'entrepreneurs. Je ne peux pas tous les citer ici, ils sont nombreux, n'hésitez pas à les rencontrer. Puis moi, ce que je vais vous proposer pour ancrer, et je vais vous proposer une première action, c'est peut-être d'écrire sur ces 9 blocs que vous détaillez Audrey tout à l'heure, écrire vos 9 blocs et puis prendre peut-être un premier rendez-vous en local pour en parler avec un conseiller. Maintenant, on va prendre un petit quart d'heure de pause, hein, on va se retrouver très rapidement, aller marcher un peu, laisser infuser tout ce qu'on vous a dit et puis revenez en forme pour la suite. N'oubliez pas jeudi, mais ça on vous le remettra dans le chat, vous pouvez retrouver localement les experts de l'entrepreneuriat qui sont présents localement sur 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là aussi, vous allez pouvoir parler de vos projets, poser vos questions. Donc c'est la bonne occasion d'échanger sur ce modèle économique, sur le vôtre. Moi, je vous remercie pour votre attention et puis on se dit à tout de suite pour un atelier sur l'étude de marché.